Alors Jérôme, vous êtes un homme politique de, alors les chiffres à l'envers, de 35 ans. Hein, si on paie, voilà, ça fait le bon chiffre. Un homme politique français, député de l'Essonne depuis 2022, inspecteur général des affaires sociales, membre du Parti socialiste depuis 1993. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, promotion 92, et élève de l'École nationale d'administration, promotion Victor, alors je sais pas comment on prononce, Schoelcher, 1996. Alors... on dirait un grand oral qui va débuter, parce que ça me fait penser au grand oral de l'ENA. Donc, allons-y, Lamine. Vous avez vécu un grand moment mardi, pendant le discours de politique générale avec l'abolition des retraites. Comment vous l'avez vécu? Je pense que vous étiez, enfin je sais pas, vu de l'extérieur, on se dit, mais la seule réforme du quinquennat, je dirais, qui a valu, je sais pas, des mois, des années de discussion. Je me rappelle du conclave, c'est pas si lointain que ça, avec François Bayrou, le MEDEF et puis les OS pendant des mois et des mois. Et puis là, voilà, on est passé sur comment on dit, la suspension, la suppression. Parlez-nous un peu comment vous avez vécu sur les bancs de l'Assemblée ce moment historique pour, je dirais, enfin pour vous, quoi, les socialistes. J'imagine de la même manière que quand Lamine Garbi, qui négocie avec des ministres, obtient un bouger sur une revendication que vous portez historiquement. Ça fait longtemps, hein. Que vous avez quoi? Que j'ai pas obtenu. Non. C'est pas la perception qu'ont vos interlocuteurs comme quoi on est à la DGOS on est toujours plus beau chez les autres. Non mais c'est le sel du débat démocratique, démocratie sociale quand on est dans la négociation ou démocratie parlementaire quand on est dans un moment singulier, évidemment tout le monde le mesure, et où on essaye de trouver un chemin. Voilà, moi je suis de cette famille politique qui assume la négociation et le compromis. C'est-à-dire je ne considère pas que en général on peut avoir raison tout seul, et encore moins quand on est dans une situation baroque qui est celle de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc, il y a un chemin de crête. Le Premier ministre a eu la sagesse, la lucidité, l'intelligence, la roublardise, appelez ça comme vous voulez, de comprendre que si on voulait pouvoir offrir un peu de stabilité au pays, et je crois savoir que vous n'êtes pas totalement hostile à ce qu'il y ait au moins cette stabilité, et que si possible, on puisse, ce qui va être, alors là pour le coup, totalement novateur, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'y vais avec beaucoup de volonté, c'est-à-dire un débat moins cadenassé qu'il ne l'a été dans le passé sur les textes budgétaires. Eh bien, il fallait qu'il cotise, en tous les cas qu'il admette qu'il fallait revenir sur certains des éléments. Alors, oui, il y a suspension de la réforme des retraites. D'abord, il va falloir qu'elle s'inscrive dans le marbre, c'est pas encore fait, on va être vigilant. Et je ne sais pas pourquoi ça vous effraie. Non, non, ça ne m'effraie pas, c'est ce retour un petit peu en arrière. Mais on ne va pas parler des retraites, c'est pas le but de la journée. C'est le PLFSS. Et bien justement. Alors, le PLFSS qui a été écrit par d'autres et qui est porté par la majorité, je dirais, au gouvernement actuel. Et Stéphanie Risque, avec qui j'ai échangé récemment, c'est un peu difficile à porter ce PLFSS parce que je dirais que vous avez lu tous les communiqués de presse, tous les premiers retours. Enfin, il est outrancier. Il est pas bon ce PLFSS. Ah, merci. Mais ils sont rarement bons en entrée de cycle. Mais là, c'est rarement aussi difficile. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, je suis sûr qu'il n'est pas bon pour les uns et pour les autres, pas forcément pour les mêmes raisons. Mais avoir à ce point déclenché dans les heures qui viennent l'hostilité de gens venus d'horizons aussi différents, fait que moi je prends au mot ce que nous a dit le Premier ministre. Encore une fois, je vous disais que c'est très novateur. Le PLFSS sorti des débats ne pourra pas ressembler au PLFSS entré des débats. Pour des raisons d'élaboration, en effet, Stéphanie ou Farandou qui sont arrivés nous présentent un texte qu'ils n'ont pas élaboré, dont je mesure, pour un peu les connaître, qu'il a été très élaboré. C'est toujours comme ça quand il y a une faiblesse de l'émetteur politique. L'état profond, comme se plaît à le dire le président Macron, prend le dessus. Donc moi j'ai beaucoup de sympathie pour l'ADB, pour Bercy, pour la direction de la sécurité sociale, la DGOS. Vous avez rappelé que je viens de l'IGAS, donc je vois à peu près tous ces interlocuteurs, je connais bien beaucoup d'entre eux. Mais la nature ayant horreur du vide, ils ont fait moins de politique et plus de continuation de quelques marottes qui ne correspondent pas à l'urgence, à la situation du moment. Donc très concrètement, moi je dis chiche pour qu'on ait ce débat
ligne à ligne, amendement par amendement, article par article. Alors le résultat final, ce sera un résultat de compromis. Et un compromis, vous le savez aussi dans la négociation, il est coûteux. Ça veut dire que vous ne serez pas content de tout, je ne serai pas content de tout, et Stéphanie Rist non plus. Mais je pense qu'il y a un chemin de crête. Après, si ça ne marche pas, on replonge dans le chaos. Alors on en a parlé, on s'est retrouvés à ce beau congrès. À ce beau congrès de Chamonix, on a parlé de pluriannualité. On n'avait pas encore les chiffres de l'ONDAM. L'ONDAM hospitalier, c'est 2,4. Et je vais être... Alors vous allez dire que les finances occupent la plupart de mes nuits ou de mes angoisses, mais c'est fondamental pour nous. Un ONDAM hospitalier à 2,4, ça nous fait un tarif en sortie. Et ça, pour les députés, à part vous, bien sûr, qui êtes au fait de la technique, ça nous fait un tarif à moins 2. Négatif, ouais. Moins 2. Alors, je sais pas comment c'est possible d'avoir... En plus, on est lié, parce que c'est vrai que ça avait été acté par les accords Valtout de 2024, on est lié avec la FHF sur une campagne qui soit identique. Et ça, c'est vrai qu'on l'a obtenu et on est ensemble. Donc, moins 2 de tarifs, aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas concevable. C'est pas concevable pour l'hospitalisation privée, c'est pas concevable pour personne. Voilà. Parce que la combinaison de ce niveau de l'ONDAM avec le niveau de l'inflation qui, même s'il a considérablement chuté, subsiste, avec les mesures CNRACL qui impactent les uns et les autres. Le public. Qui impactent le public, mais c'est pour ça que je dis que c'est global. Voilà. Oui, on est ensemble. On est ensemble. Non, mais c'est bien, parce que vous allez aussi vous poser la question de savoir comment la trajectoire impacte les uns et les autres. Donc non, c'est pas possible. Voilà, donc, moi, je n'oublie pas que l'année dernière, par exemple... L'ONDAM a été revu. Mais oui, vous voyez que la négociation... Vous nous faites une annonce, là? Non, je ne fais pas d'annonce, mais l'année dernière, quand on a pris déjà nos responsabilités, même si on a été beaucoup déçus dans la suite des opérations avec François Bayrou, mais par rapport au texte qui était soumis, la négociation que nous avons menée, et celle-là, c'est moi qui l'avais coordonnée au titre du PLFSS, puisque je porte ces questions-là dans le groupe socialiste, avait permis une rallonge, alors c'est jamais suffisant, d'1 milliard sur l'ONDAM, plus le fonds d'urgence sur les EHPAD. Bon, donc moi je ne désespère pas, en effet, qu'on dessert significativement cet étau-là. Je prends... pardon de rentrer sur les sujets macroéconomiques, mais le Premier ministre lui-même a indiqué que la trajectoire de réduction des déficits, celle qui est portée par ce PLF et ce PLFSS, qui est de ramener le déficit à 4,7% du PIB, il a ouvert dans son discours de politique générale en disant que ce sera moins de 5. Si on passe de 4,7 à 5, on dessert d'une dizaine ou d'une douzaine de milliards d'euros l'effort de réduction du déficit sur 2026. Et donc, pour moi, le premier levier, c'est de bouger, alors je ne peux pas vous dire à quelle ampleur le curseur, de l'ONDAM, parce que derrière, en ruissellement, ça a un impact sur, y compris, l'âpreté, la dureté, voire parfois le côté un peu dingue de certaines des mesures des articles en lettres qui sont dans le PLFSS. Voilà. Merci pour cet éclairage, parce que c'est vrai que ça nous inquiète vraiment. Et si on fait des économies, vous savez, nous, on est tarifé à l'activité. 80% tarifé à l'activité. Donc, un lit vide, chez nous, ne coûte rien parce qu'il n'est pas financé. Il y a, aujourd'hui, dans la fonction publique, hospitalière, et aussi un petit peu chez nous, des lits en rééducation, en SMR et en psychiatrie, qui sont fermés par manque de personnel. C'est pas le débat, la fermeture des lits. Mais par contre, ils continuent à... 2 milliards. À tarifer. 2 milliards. 2 milliards. On ne parle pas de 10 millions, on parle pas là, on est en train de, quelquefois, de se chamailler pour 20 ou 30 millions d'euros, notamment sur l'avenant 33, dit l'avenant social de rénovation dans la convention collective, on se chamaille. Là, c'est 2 milliards d'euros qui pourraient être, je dirais, réemployés, réaffectés vers d'autres thématiques où il y a de l'activité. On parle, ce qui m'a choqué dans le PLFSS, c'est qu'on cible des activités rentables ou des rentes de situation. Je trouve d'abord de stigmatiser... moi, je stigmatise rien pour l'instant. Pardon, oui, même si mais sur je l'ai lu, l'article 24, non, mais le même titre. Si sur ce point, pardon d'avoir interrompu, mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a de l'efficience de la dépense d'assurance maladie qui doit être recherchée. Et que dans charges et produits, qui a quand même été cette année un aiguillon assez stimulant, on peut être d'accord ou pas d'accord avec toute ou partie des propositions qui y figurent. Mais le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui est ni un gauchiste, ni un ordolibéral,
nous dit sur... voilà, chacun dans ces organisations, on sait qu'on a 5 à 10% de cette dépense d'assurance maladie dont l'efficience n'est pas avérée, voire totalement contre-productive. Donc moi, mon rêve, c'est que chacun soit capable de balayer devant sa porte et de se dire que public, privé, associatif, ville ou établissement, on a, sans toucher, moi ce sera ma ligne rouge autant que possible, aux assurés sociaux, des marges d'efficience qui peuvent être trouvées. Et donc, ça ne me choque pas qu'elles puissent être mises sur la table et discutées. Et donc, celle que vous mentionnez en fait partie, et il y en a plein d'autres, dont vous allez peut-être dire que c'est musée des horreurs, qu'il s'agisse, c'est pas de la coercition, mais sur le DMP, sur les prescriptions encadrées, même sur le médicament, on a des éléments qui vont dans le sens d'une rationalisation de l'efficience de la dépense de soins. Donc, moi, je suis prêt, on est d'accord, mais ça fait 10 ans qu'on parle de pertinence. 10 ans de pertinence, et on n'a pas avancé sur le sujet, et je le regrette. Alors c'est vrai qu'il y a 8 ministres de la Santé, 8. Là, vous avez tout à l'heure un beau plateau avec combien, 4 ou 5 de ces anciens ministres de la Santé. Oui, c'est le club des ex. Voilà, mais ils viennent par amitié, et on aurait pu inviter également Yannick, mais on n'a pas osé, je dirais, parce que la douleur est quelquefois... C'est un peu frais encore. Oui, la douleur est quelquefois vive. Donc sur ces économies-là, non, ce qui me choque, Jérôme, c'est l'article 24, quoi. C'est l'errance de situation, c'est la stigmatisation de la radiologie, de la radiothérapie, des dialyses. Il y a des patients derrière. Alors que l'on regarde ce qui se passe, il n'y a pas débat. Mais stigmatiser, je dirais, des rangs de situation, ça me choque. Parce qu'on occulte toutes les activités, et je parle innovation, en chirurgie notamment, la chirurgie robotique, qui est sous-tarifée. Donc là, c'est pas des rentes, c'est des déficits et des pertes. Donc il y a toujours à charge. Et ça me choque parce que j'estime qu'aujourd'hui, on rend service à la population et tout le monde est efficient. 35% d'activité, 17% des ressources, le privé. 35%. 17%. Donc l'économie, bien sûr qu'on va y participer, mais sur la pertinence et l'efficience, on aimerait qu'il y ait des guides, que la HAS donne des guides opposables. On a des certifications aujourd'hui qui sont très fortes, très difficiles à obtenir, mais il n'y a pas de conséquences, ni en bonus, ni en malus. Je pense que cette pertinence, il faudrait qu'on s'y attelle de manière forte et concrète, et que chaque année on puisse le voir. Alors le problème qu'on a, on en avait parlé à Cham, c'est que le PLFSS est certainement le pire, en tous les cas pas le bon outil pour parler de tout ça. Parce que, encore aujourd'hui, et encore plus quand ils sont élaborés dans des conditions de seringue dans lesquelles on est aujourd'hui, c'est ce qui transpire de ce PLFSS, la maîtrise que je qualifie de comptable qui a pris le dessus sur justement les éléments d'efficience et de dézoomage sur c'est quoi la santé ou l'hôpital de demain. Donc moi, je fais partie de ceux qui continuent à penser que aussi longtemps qu'on continuera à faire du PLFSS à la fois, de ne faire qu'un outil de maîtrise budgétaire et comptable, on passera à côté de ce qui doit être la porte d'entrée première, c'est quoi l'outil de pilotage d'une politique de santé publique dans ce pays, et de définition des outils, des modalités, et je lâche le mot qui n'a pas encore été prononcé, de vision pluriannuelle, de programmation sur ces sujets. Moi, si je suis là, d'abord je vous en remercie, c'est la première fois que je viens à la FHP, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé que vous étiez très pertinent, enfin vous l'êtes généralement, mais à Chamonix vous étiez... Non mais si je suis là, je le dis, parce que c'est pas pour faire amende honorable, c'est que je suis convaincu que la complémentarité entre le public, le privé non lucratif et l'hospitalisation privée est une évidence à laquelle on ne se soustrait pas. Moi, je viens plus du champ médico-social, j'ai beaucoup plus souvent travaillé sur les questions de vieillissement, j'allais régulièrement au congrès du CINERPA et je leur disais la même chose. J'ai été président de département et je me suis fâché avec les opérateurs du privé commercial parce qu'à un moment donné j'ai dit je veux créer, ce que j'ai fait d'ailleurs, un service public de maison de retraite dans le département, mais je ne le faisais pas contre les opérateurs privés parce que je pense qu'il y a besoin de cette complémentarité. Et je me rappelle d'un précédent, parce que même si je venais pas, je l'ai regardé, d'un précédent congrès, ça devait être il y a 2 ans, puisque c'était Aurélien qui était ministre. Qui était ministre à Bordeaux. Il avait fait la visio depuis l'ONU. Oui, c'est ça. Où il avait utilisé une formule que j'aimais bien, il a dit « l'équité est un sport de combat ». Voilà. Donc il faut être 2 pour faire ce sport de combat. Et
le bon outil justement pour défendre ces logiques d'équité, c'est de réussir à imposer dans le débat public ce que Bayrou avait esquissé, que malheureusement il n'a pas fait, l'idée vraiment d'avoir un outil de programmation pluriannuel en santé, dont la porte d'entrée sont les objectifs de santé publique, dont la modalité d'application c'est la recherche de l'efficience, et dont l'allocation des moyens devient la conséquence de tout ça, et non pas la porte d'entrée. Vous allez me dire, c'est une feuille de route compliquée. Mais Stéphanie Rist, qui était à Cham, elle partage ça. Est-ce qu'elle va réussir, un, à avoir le temps, et deux, les coudées suffisamment franches pour poser quelque chose dont je suis plutôt convaincu que ce sera un des débats de 2027. Je veux dire, là, aujourd'hui, ce qui est en train de se préparer, c'est le cas sur la suspension de la réforme des retraites, comme sur les questions de santé, c'est comment on préserve notre modèle social en le reconstruisant et en recréant le consensus originel qui s'est perdu. Ce qui me choque, Jérôme, c'est que cette pluriannualité, en janvier dernier, Madame Vautrin, Monsieur Noder, on y va au printemps, c'est bon, ce sera fait. Il ne s'est rien passé. Rien. Quand François Bayrou prononce dans son discours politique général le fait de dire on va introduire la pluralité, et il n'y a pas eu un gramme de début de commencement. Et donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? La pluriannualité, on l'avait inventée avec Madame Buzyn en 2020. On avait mis 3 mois avec nos partenaires publics associatifs. Et les protocoles ont pu décliner. Oui, et pourquoi ça ne marche plus? Parce que ce n'est pas une question de ministre. Pourquoi ça ne marche plus? Où est le manque de volonté? Pourquoi on n'y arrive plus? Parce que dans la période si vous êtes ministre demain, vous le ferez? Je ne sais pas si c'est un cadeau demain. Je ne sais pas si c'est un cadeau demain. Je pense que d'abord on a besoin un peu de cette stabilité. Écoutez, pourquoi là, ça tangue depuis au moins 2022? Le politicien, il pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération. Les besoins de santé et d'accompagnement de nos concitoyens dans la prochaine génération supposent non pas une refondation complète de notre système de sécurité sociale, mais quand même de retoucher aux fondamentaux. Et moi, je vous dis une chose, j'adorerais qu'en 2027, dans le grand débat de l'élection présidentielle, le sujet premier de débat, qui correspond d'ailleurs au sujet premier de préoccupation des concitoyens, ce soit la santé. C'est pas le cas. Plutôt, non, mais c'est toujours le cas. Non, c'est pas le cas. Je n'ai jamais entendu de proposition structurelle ces dernières années, de réflexion, autre que la maîtrise comptable, la réduction du déficit. C'est toujours le cas dans les vœux. Dans les vœux que ce soit mis en premier. Et dans les faits, on en parle. Et puis après, dès que le président est élu, on n'en parle plus. Et les ministres se succèdent et il n'y a plus rien. Bon, alors si je comprends ce que vous dites, c'est pas ministre de la Santé que je dois faire, mais candidat à l'élection présidentielle pour... non, ne notez pas ça s'il y a des journalistes, parce que ça va encore foutre le bordel. Même si ça peut être une idée. Non, mais qui est capable de dire... vous voyez pourquoi on parle de loi de programmation? Dans ce pays, on trouve normal de faire des lois de programmation sur les sujets régaliens, sur la défense, sur le ministère de l'Intérieur, sur la police, sur la justice. Et on dit, voilà, sauf que, bon sang, le social et la santé à l'intérieur du social, c'est du régalien, parce que c'est probablement un des outils premiers de cohésion sociale du pays. C'est 260 milliards. C'est colossal, mais c'est colossal. Et c'est piloté chaque année de manière grossière. Pas du rabot, vous n'êtes pas gentil avec les gens de la DSS, mais je suis d'accord mais pourquoi? Parce que leur consigne et la vision des choses, c'est de dire, c'est non pas un investissement ni en termes évidemment de l'objectif premier, qui est l'amélioration de l'état de santé de la population, l'allongement de l'espérance de vie en bonne santé, etc. C'est plus ça qui est la porte d'entrée. Alors que on oublie trop que c'est des éléments d'investissement pour le pays, de recherche, d'aménagement du territoire, d'emploi. Enfin, la santé est tellement holistique, tellement panoramique que ça devrait être la porte d'entrée. Moi, vous savez quoi, je rêve du jour où on aura enfin, toujours ces histoires de régaliens, quand on a l'énoncé d'un gouvernement, le ministre de la Santé qui est ministre d'État et qui est en haut de la pile des sujets. Parce que sur les autres questions régaliennes, franchement, je ne suis pas inquiet. On peut avoir des débats sur les questions de sécurité, etc. Mais là où les choses s'auto-effondrent, c'est sur les questions de santé. Et c'est ça qui fragilise le plus la cohésion sociale et la cohésion nationale. Donc on est en face sur beaucoup de sujets. Que va-t-il se passer? Après, on va se pouiller sur les modalités de mise en œuvre. C'est clair. Mais vous avez le vent en poupe. Vous avez le vent en poupe. Alors, on va essayer de vous coller et de faire en sorte que nos idées avancent également. Mais comment vous voyez les prochains jours?
Parce qu'on parle même pas bon, 27, ok, c'est dans la ligne de mire de tout le monde et vous serez nombreux, je pense. Moi, je suis juste inquiet sur une chose, c'est que dès l'instant où on va rentrer dans le débat sur le PLFSS, parce que c'est à ça que renvoie la question, je suis inquiet sur le fait qu'on n'ait pas de vision globale de ce PLFSS. C'est-à-dire, on va rentrer dans une mécanique parlementaire, pardon, mais c'est celle qui va commencer dès jeudi prochain à 9h en commission des affaires sociales, puisque c'est le moment où on va commencer à examiner les amendements au PLFSS. Et après, bah, on est dans la seringue, je reprends l'expression que j'utilisais tout à l'heure, où on va prendre article par article et sans avoir la vision d'ensemble. Et il manque pour l'instant un lieu de coordination de ce travail-là. Parce qu'une fois qu'on aura voté, et ça va être très incertain, alors vous allez voir des choses bizarres se passer parce que, en fonction de la présence dans l'hémicycle, en fonction des votes des uns et des autres, et on va avoir un texte qui va être détricoté au fur et à mesure, mais dont l'équilibre global ne sera pas assuré. Donc, le point de rendez-vous crucial, c'est le moment du compromis parlementaire, ce sera la commission mixte paritaire. Voilà. Donc la CMP, pardon pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, mais le texte est voté à l'Assemblée nationale. Il part au Sénat, qui va le détricoter sur une partie des choses, qui va y remettre des éléments. Et en fait, l'endroit où doit se construire ce compromis parlementaire, c'est les 14 députés et sénateurs qui vont se réunir pour essayer de produire, là pour le coup, un texte de compromis. Et là, moi, mon inquiétude, moi j'étais dans la CMP l'année dernière sur le PLFSS, dont il faut se rappeler que c'est assez intéressant. Barnier, il chute sur un PLFSS, il ne chute pas sur le budget de l'État. Là, il va falloir que chacun se sublime, se transcende. Moi, je prends un risque. Voilà, ce serait tellement confortable d'être dans la posture de dire je m'oppose à tout, etc. Voilà. Le risque que je prends, c'est de dire dans ce moment-là, on construit le compromis. Donc, je suis prêt à accepter des mesures qui ne vont pas forcément me plaire, mais j'entends de même de la part des interlocuteurs du socle commun et de ceux des acteurs qui vont les ambiancer. Vous avez dans ce moment-là, je vous fais passer le message, une responsabilité qui est... C'est normal, vous avez des intérêts à défendre, c'est votre rôle. Mais là, on va être dans ce moment crucial qui est que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Vous avez raison, mais l'intérêt, et moi je suis pour la défense de l'espèce, et l'espèce va pas bien, hospitalisation privée, 40% des cliniques sont en déficit, ça va pas bien. Donc on a une urgence. Également sur le PLFSS, je vais parler de 2 mots des médecins. La médecine libérale qui travaille dans nos établissements, et cette stigmatisation absolument effroyable du secteur 2. L'Optam a été réduit avec une volonté, je dirais, de mettre un pas sur ces pourcentages de remboursement. Et là, la stigmatisation du secteur 2, soi-disant pour faciliter l'accès aux soins, est un leurre. Parce que les médecins, je sais pas, je suis pas là pour parler à la place des médecins, et je m'en garderai bien parce qu'ils sont dans la salle, et je vois déjà qu'ils commencent à me faire des gros yeux en disant attends, occupe-toi de tes cliniques, et pas des médecins. Mais quand même, qu'est-ce qui va se passer? C'est que s'il y a une taxation supplémentaire sur les honoraires dits libres, qui sont... Les tarifs opposables sont indécents aujourd'hui. Donc s'il y a une taxation supplémentaire, ils vont augmenter. C'est comme les mutuelles, ils vont augmenter. Et qui va en faire les frais? C'est le patient en bout de chaîne. C'est pas le médecin. Sauf qu'il va encore, je dirais, passer pour un anti et la cible de ce PLFSS. Ouais, je vais vous dire la même chose que j'ai l'habitude de dire depuis quelques années aux acteurs du grand âge, parce que c'est le même problème. La stratégie, qui est vieille comme le monde, de diviser pour mieux régner, c'est d'opposer les hospitalisations en fonction de leur nature juridique, publique, privée ou non lucratif, la ville avec l'hôpital. Moi, j'avais trouvé judicieux, quand vous aviez réussi à signer tous ensemble l'appel au mois de septembre de l'année dernière sur la loi de programmation, c'est dit il faut que c'est vous les porte-voix de ces questions de santé dans le débat public. Je le regrette, j'adorerais qu'on soit plus de parlementaires à considérer que ce sujet il est nodal dans le fonctionnement du pays. Donc commencez à construire le compromis en votre sein. Oui, on est ensemble, et là-dessus, il n'y a pas de débat. Quand tu dis il faut pas stigmatiser et opposer les uns les autres, ça veut dire qu'il faut trouver le chemin de crête et être empathique avec l'interlocuteur en face, se dire pourquoi il est dans ce que est mentionné là, à savoir une stigmatisation. Bon, il y aura un point d'équilibre à trouver. Dernier point, nous sommes les ardents défenseurs de l'AME. C'est important de la maintenir, de l'aménager certainement, mais c'est important de la maintenir parce que c'est un combat de santé publique. Et le privé
est au service du public. Donc nous sommes mission de service public et je porte ce credo depuis maintenant 30 ans et je ne lâcherai pas le fait que les établissements privés puissent être reconnus sur leurs vraies valeurs que nous avons mais qui ne sont pas toujours reconnues haut et fort, c'est-à-dire les missions de service public et bâtir, je dirais, ensemble avec le public cette proximité sur le territoire. Ça me semble fondamental et vous pourrez compter sur nous, la profession, pour être à vos côtés pour porter ces valeurs-là. Ben, on a déjà des bons éléments de compromis là. Tout à fait. Me semble-t-il. Bon, ben, tant qu'on se parle, c'est bon signe. Hein. Et je vais même dire, même tant qu'on se parle, j'ai dit tout à l'heure, on peut se pouiller la tête. Je veux dire, c'est sain. Moi, parce que sinon, l'espèce de consensus mou, technocentré, ne permet pas de répondre à l'ensemble des enjeux. Mais j'insiste sur ce point parce que ça va être le défi auquel moi et d'autres nous allons être confrontés dans les jours qui viennent. Mais je dis que vous n'êtes pas déconnectés de ce débat parlementaire. Il faut que chacun comprenne qu'on n'est pas dans le PLFSS ou dans les séquences habituelles où on se dit voilà, ma prise d'avantage pour moi et je me carapate avec ce que j'ai réussi à obtenir. C'est-à-dire qu'il faut que voilà, chacun comprenne qu'il va falloir non pas faire des efforts, mais... Vous ne trouvez pas qu'on perd quand même beaucoup de temps chaque année? Oui. Hein, mais encore une fois, pourquoi? Parce qu'on est dans une dramaturgie stupide. Oui. C'est-à-dire que arrive le PLFSS, il tombe à la fin du mois d'août, on commence à avoir les échos de ce qui a été préparé. Mais en fait, ce débat-là, il devrait être à livre ouvert. Sur l'ensemble. Pourquoi on le reçoit 2 jours avant, officiellement? Non, mais tout ça est aberrant. Voilà. Non, mais tout ça on passe 6 mois à le préparer et 3 mois à le contester. Après, il y a juillet-aut. Ben, c'est pas satisfaisant. Après la non-censure de François Bayrou, dès le lendemain, j'ai dit à Catherine Vautrin, j'ai dit bon bah pourquoi est-ce qu'on commence pas maintenant à préparer le PLFSS 2026? On sait, voilà, bah, patatras, il s'est passé l'inverse. On a découvert l'annonce le 15 juillet de François Bayrou, son auto. Avec une paire de 7, c'est ça vous disiez à Cham? C'est l'image, oui. Il a fait tapis avec une paire de 7, c'est ça? Je ne suis pas joueur de poker, mais franchement, faire tapis quand on a un 2 de pique et un 7 de carreau dans son jeu, c'est assez, j'ai failli dire couillu, je le dis, de sa part. Et j'aurais tellement préféré qu'on monte nos jeux respectifs les uns et les autres et qu'on arrive non pas dans cette dramaturgie, parce qu'au bout du bout, il y a besoin quand même d'avoir un PLFSS moins dégueulasse que ce qui est prévu là, parce que sinon on va basculer quoi. On va pas prendre le PLFSS par ordonnance et on va pas être dans une espèce de petite musique un peu there is no alternative et on fait ça et il n'y a pas d'autre possibilité. Ouais, écoutez, moi qui suis atteint d'une grande lassitude démocratique, vous m'avez remonté le moral. Ça s'appelle, moi j'ai une phrase de Gramsci que j'aime beaucoup, c'est peut-être nos deux, on est complémentaires, oui. L'optimisme de la volonté, le pessimisme de la raison. Et donc, le chemin de crête, il est entre les deux. Voilà. Merci Jérôme. Merci Jérôme Gage. Merci d'être resté plus longtemps avec nous que ce qui était prévu. Merci beaucoup Lamine.